Et oui, elle me manque. Je dis qu'on va vieillir là-bas. Vous retourneriez au Venezuela? Oui, bien sûr, oui. Parce que rien, enfin jamais, rien ne sera pareil qu'à notre ville, rien ne sera jamais comme dans notre pays. Et l'essentiel n'est pas seulement que la direction soit vénézuélienne, mais aussi nos employés. Nous sommes une fenêtre parce que nous l'avons fait. 90% de nos employés qui sont passés par ici sont vénézuéliens et nous savons à quel point il est difficile d'émigrer. Qu'ils essaient, parce que s'ils n'essaient pas, ils auront toujours le doute de se dire « et si j'avais essayé, si j'avais franchi cette étape, si j'avais créé cette entreprise, si j'avais fait cela », que ce soit un voyage ou n'importe quel projet qu'on en rêve. Il faut y croire si ça te traverse l'esprit et si tu y as pensé, c'est que tu peux le faire. Sinon, tu n'y aurais même pas pensé. Bonjour à nouveau par ici. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé la vidéo précédente. Non seulement il y a eu énormément de vues, ce qui signifie qu'il y a des personnes derrière les écrans qui nous regardent et nous écoutent, mais il y a aussi eu énormément de commentaires de soutien et, de condoléances à notre égard pour Zoki. Donc, nous vous en sommes vraiment très reconnaissants. Et ces jours à Madère nous ont aidés, à guérir un peu, à nous calmer. Et aussi, des idées intéressantes nous sont venues, comme celle de cette vidéo. Je veux déjà ajouter quelque chose, c'est que je sens que ce jour-là était magique, magique. Et la vidéo est tellement belle. Parce qu'on a réussi à imprégner un peu de ce qu'on ressentait. En partageant ces moments et notre cœur avec vous dans les montagnes. Donc, je me joins aussi aux remerciements. Plusieurs idées nous sont venues. L'une d'elles, je dirais, je ne sais pas si elle vaut des millions, mais... Bien. Innovante. Et cette autre idée, c'est celle dont va parler cette vidéo. Manuel a eu l'idée que, comme ici à Madère, il y a tant de Vénézuéliens qui se battent, pourquoi ne pas les chercher et raconter leur histoire? Comment ont-ils débuté et quelles entreprises ont-ils fondées? Bien qu'ils soient trop nombreux, nous tenterons d'en aborder certains. Et si ce contenu vous plaît, il pourrait y avoir une deuxième partie. Nous avons fait une publication sur Instagram et plus de 700 personnes ont commenté. Évidemment, beaucoup se sont répétés et c'est de ceux-là dont nous allons parler dans cette première partie. Ceux qui ont été le plus mentionnés, ceux qui nous ont fait les meilleures recommandations. Mais, comme le dit Valérie, il y en a énormément. Mais bon, ça suffit. Assez de préambule? Allons dans la rue. Cette fois, nous allons sortir à moto. Et nous allons aussi vous montrer la beauté de cette île. Pendant que nous visitons les maisons, les commerces, ou même en rencontrant des personnes dans la rue et en leur demandant un peu leur histoire. Nous sommes arrivés chez Flore, notre première interviewée, car c'est la personne qui a été le plus mentionnée dans les commentaires de la publication. Il y a quelque chose de bon là-dedans, Flore. Nourriture saine. Oui, parce que son compte, c'est Flore Healthy Food Flore. Qu'est-ce qui t'a amené à Madère? L'envie de changer ou de nouvelles opportunités. Une meilleure qualité de vie aussi. Et expérimenter. Nous voulions expérimenter ce que c'était de vivre en Europe, parce que nous n'avions pas eu cette opportunité auparavant et nous avons décidé, grâce à la famille, de réussir à venir ici. J'étais déjà venue en tant que touriste il y a environ 12 ans, j'étais déjà venue et je me suis dit, bon, je sais plus ou moins où je vais, mais ça a énormément changé. C'est vraiment vrai. Et tu es venu directement du Venezuela au Portugal? Pas la Colombie. Nous vivions à Cali, nous y sommes restés 6 ans et ensuite nous sommes venus ici. À Cali, nous étions avec la famille de Jimmy, ici avec la mienne. D'accord. Ah, parce que tu as de la famille portugaise? Oui, eux sont portugais, mais pas moi. Ah, d'accord. Mes cousins, ok. Mon cousin évoque une opportunité ici. Tu peux essayer une meilleure qualité de vie, tu peux en avoir un peu plus, tu peux travailler. Et moi, la langue me faisait peur, mais il disait que c'était possible. Maintenant, cela fait presque 3 ans qu'on est ici. Et maintenant, raconte-moi un peu ton parcours entrepreneurial. Eh bien, l'entrepreneuriat est d'abord né du besoin d'un peu d'argent en plus, comme je pense que c'est le cas pour tout le monde. Et aussi comme une autre façon de partager mes habitudes alimentaires avec les gens. Mes amis m'appelaient Flore car je me prenais pour une influenceuse. Alors je postais mes recettes, j'enregistrais mes vidéos, j'allais à la salle de sport, je préparais les repas.
Et j'ai toujours montré aux gens qu'on peut manger sainement, qu'on peut avoir de meilleures habitudes, qu'on peut atteindre une meilleure santé. Malheureusement, avec notre rythme de vie et le travail, certains disent manquer de temps et manger n'importe quoi. Et je crois qu'avec la pandémie, nous avons beaucoup appris sur le fait que le corps a besoin des meilleures informations. Je me suis dit allons-y et c'est ainsi que c'est né. J'ai créé 5 bols seulement. 5, c'était comme un essai. Et maintenant, j'ai 11 bols. Oui, différents, tous. Ou ce sont des bols de nourriture saine? Oui. Ici, pas d'alimentation inflammatoire. Beaucoup d'aliments naturels, de légumes et de protéines, notre principal nutriment. Exactement. Nous incluons tous les glucides, car il suffit de savoir les consommer et les préparer pour vivre en équilibre. Et je voudrais te poser quelques questions un peu en lien avec le Venezuela. Est-ce que le Venezuela te manque? Ou qu'est-ce qui te manque le plus du Venezuela? Elle me manquera toujours, toujours. Ça fait longtemps que tu n'y es pas allé? Non, Dieu merci, nous avons pu y aller l'an dernier. Génial, j'ai un bébé d'1 an et demi, Juan Diego, avec ses grands-parents, cousins, oncles et tantes. Et il était nécessaire qu'il fasse la connaissance de mon fils et que nous leur montrions d'où nous venons. Parce que, ça c'est sûr, je suis vénézuélienne de cœur, d'âme, de corps, de tout, et j'aime montrer tout ce qu'il y a de beau chez nous. Oui, elle me manque, je dis toujours qu'on vieillira là-bas. Est-ce que vous retourneriez au Venezuela? Oui, bien sûr, oui. J'ai une question. Ah, parce que tu n'es pas la seule à travailler à la maison. En fait, nous allons rencontrer d'autres personnes qui ont aussi leur projet chez eux. Mais en parallèle, ils ont un autre travail pour pouvoir joindre les deux bouts ou avoir un peu d'argent en plus. Comme tu dis, oui. Et toi, c'est ton seul travail? Je me consacre entièrement à ce travail uniquement parce que j'ai un enfant d'1 an et demi. D'accord? Et donc, nous sommes seuls. Il n'y a pas de maman, pas de tante, personne pour nous aider avec l'éducation ou la garde. D'accord. Donc, ce bébé est né et tu ne savais pas que tu étais enceinte et tu as démissionné? Oui? Ah, d'accord. J'ai démissionné, puis cherché un travail du soir à temps partiel et préparé les déjeuners pour compléter. Exactement. J'ai démissionné en étant enceinte sans l'annoncer tout de suite. C'est ainsi que j'ai commencé. On va proposer le déjeuner et le dîner, mais il n'y a que moi pour gérer tout ça. Tu m'as dit que Jimmy, ton mari, t'aide pour les livraisons? Oui, il m'aide pour les livraisons, quelques idées et les courses. Il a toujours eu son travail fixe parce que grâce à lui, j'ai pu me lancer. Ah, d'accord, parce qu'il faut bien un revenu. Fixé? Exactement. Et pour pouvoir entreprendre, parce que c'est compliqué de se maintenir uniquement avec une entreprise, non? Eh bien, j'espère que dans quelques années, on se reverra et que ce sera déjà un magasin et que vous aurez déjà... L'idée là, est là, on est presque prête à les lancer. Ici, je vais vous montrer le keto. Alimentation cétogène, protéines, fromage et légumes. D'accord? Graisse, sain, belle, une base de laitue. Tous ont une base de laitue? D'accord. Ici, c'est une bombe que nous avons lancée parce que j'ai eu une grande communauté vénézuélienne et ceci est un samba bowl. Ceci est du fromage feta, du poulet grillé, de la banane plantain mûre sans huile, préparée à la friteuse à air et de l'avocat. Oui, c'est divin. C'est la base aux épinards. Ça a l'air spectaculaire. Ici, nous avons la César. Elle est merveilleuse. Elle contient 200 g de poulet et du parmesan que je râpe moi-même à partir d'un bloc de fromage. Nous faisons nous-mêmes le bacon et les croûtons. La sauce au yaourt grec est délicieuse. C'est celui dont je t'ai parlé, un bol fait pour tous. Mon fils de 10 ans adore ce plat. Riz, fromage, parmesan, maïs, carottes, concombres, poulet. Et nous n'avons pas de garniture de sauce. Il n'y a que du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. Nous n'utilisons pas de sauce industrielle. La César est maintenant beaucoup plus saine parce que nous la faisons avec des croûtons sans gluten. Un ami portugais les prépare sans gluten et ils sont désormais intégrés à la César pour l'améliorer. Et en parlant de ce grand ami portugais, Flore, comment ils se sont rencontrés? Disons, comment tu sens que la communauté portugaise vous a accueillis? Tu m'as dit que tu n'as pas de descendants directs portugais, juste quelques cousins, pas de parents ou grands-parents. Tous mes clients ne sont pas merveilleux. J'ai des clients portugais qui m'achètent, qui croient en mon projet, qui m'aident. Parfois, ils me corrigent même. Flore c'est mal écrit. Le mot s'écrit comme ça, parce que parfois on traduit, évidemment, et ça ne rend pas bien.
Ou Flor est parfait, ils utilisent beaucoup ce mot parfait ou bon aspect, j'ai bonne mine Flor. Pour moi, il est très important d'atteindre la communauté portugaise, car ce sont eux qui nous ont aussi donné l'opportunité d'être ici. C'est important, vraiment, mais je n'ai rien de négatif, tout a été positif. Tu sais, c'est un Portugais et j'adore ses produits, il fait tout sans gluten. C'est beau, c'est vraiment beau à entendre, vraiment. Parce qu'il y a de nombreuses années, c'était nous, les Vénézuéliens, qui avons accueilli beaucoup de Portugais, d'Espagnols, d'Italiens, etc. Et aujourd'hui, ce sont eux qui nous ouvrent les portes chaleureusement. Oui, bien sûr, on peut tomber sur une mauvaise journée ou une personne désagréable, mais j'accorde beaucoup d'importance à l'attitude. Si tu arrives avec une attitude souriante, eux, c'est comme s'ils se demandaient « Et maintenant, j'ai une madirance. » Alors c'est mon... Ah, c'est vrai! C'est mon atout. Je leur dis « Ce n'est pas juste un madirance de plus, j'ai un ami madirance. » Oui, il l'est. Et ça, ils s'aiment bien. C'est la vérité. Bon, vous connaissez déjà les réseaux sociaux. On vous les remet ici, encore une fois. Merci. Pour manger sain, vous savez qui appeler. Ah. J'ai créé des truffes saines avec du beurre de cacahuète, de l'avoine et du chocolat à 85% de cacao. Je les ai d'abord faits pour moi, puis pour mes amis. Flore, pourquoi tu ne me les fais pas goûter? J'améliore la technique et elles sont délicieuses. Avec un café sans sucre, évidemment, vous pouvez les accompagner. Ça a l'air délicieux. Et les Petites tranches? Sont-elles saines, certaines d'entre elles? Elles étaient de comment? Sans huile, à la friteuse à air. Nous atteignons l'avenue du Mar pour rejoindre notre prochain lieu. C'est un restaurant de sushi tenu par des Vénézuéliens. Je trouve le sushi vénézuélien très différent du japonais, mais c'est mon préféré. Il a des ingrédients plus amusants comme l'avocat, parfois un fruit, La banane? La banane normale au Japon. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est celle que j'ai appris à manger. C'est à ça qu'on s'est habitué, exactement. Et ici, je dirais qu'il y a le meilleur restaurant de sushi de l'île. Nous en avons essayé plus de 5 au fil des années. Il n'y en a pas beaucoup non plus. C'est une petite île. Imaginez que Madère est plus petite que Margarita, pour que vous ayez une référence. Et en vérité, c'est notre préféré. On ne l'a pas goûté depuis longtemps, mais c'est vraiment délicieux. Et voici le petit restaurant avec Sai. Il s'appelle The Poke. Et il propose de la cuisine japonaise. Pour que tu comprennes à peu près comment c'est né avec Saïd. Ouais, c'est quelque chose de vraiment étrange. Moi, quand j'étais au Venezuela, rien. Nous, on vendait des meubles au Venezuela, des meubles d'extérieur, en fait, comme ces chaises et ces trucs-là, tu vois. On est venu à Madère avec un magasin pour vendre des meubles d'extérieur. Pareil. Famille madérienne. Oui. Mes grands-parents sont nés ici, mais l'ont émigré là-bas à 12 et 8 ans. En réalité, ils sont plus vénézuéliens que madériens, même s'ils sont nés ici. Ils parlent le portugnol. Oui, ils s'y sont habitués. Je crois qu'ils parlent mieux espagnol que portugais. Je pourrais apprendre le portugais à mes grands-parents, même s'ils sont nés ici. Imagine, incroyable. Le fait est que j'ai toujours été un grand amateur de Starbucks. C'était quelque chose que j'avais toujours en tête. Et je disais, mais comment ça se fait que Madère n'a pas de Starbucks? Rien, j'ai pris l'initiative. J'ai envoyé un email, il a été transmis aux Américains qui m'ont répondu « Nous ne faisons pas de franchise, ce n'est pas possible ». En rentrant au Venezuela, je me suis arrêté à Madrid pendant mes vacances. D'accord. J'entre chez Starbucks et vois un panneau. « Contactez-nous, nous sommes le gérant ». Alors, d'accord, je prends ma petite carte juste au cas où et j'écris encore une fois « Écoute mec, j'ai besoin de comprendre. Je ne comprends pas comment il n'y a pas de Starbucks ici. C'est une blague. Ok, je pars. Venezuela, comme si rien n'était. Décembre. En avril, ils m'écrivent « Tu n'es pas seul intéressé, on en reparle en mai sur place ». Moi, comme je voulais lancer la boutique, je devais justement venir à cette date-là et bien sûr, on se voit là-bas. Et rien quand je vais à la réunion, là-bas, il y avait plein de personnes super intéressées qui connaissaient bien le sujet, mais bon, des gens comme moi, pratiquement,
Je n'ai jamais eu d'expérience avec des restaurants au Venezuela. Je vendais des meubles et me suis dit que si ça ne marchait pas, ce n'était pas grave. J'ai parlé avec eux en espagnol et la réunion s'est bien passée. C'est bon. Je retourne au Venezuela, puis je viens avec ma femme et mon petit chien vivre à Madère. En octobre, on m'annonce que je fais partie des 3 finalistes pour rester chez Starbucks. Je suis ravi. Excellente nouvelle. Tu dois venir à Lisbonne pour nous rencontrer. Je pars à Lisbonne en bus, tu sais. Quand j'arrive là-bas, la personne qui part sort dans une Porsche et je me dis « Mon Dieu, je n'ai pas ça ici. » T'as eu la réunion sans connaître le prix de la franchise, ça s'est passé comment? J'avais une idée et j'avais aussi l'idée que je n'avais pas l'argent pour ça. Mais bien sûr, dans ma tête, je me suis dit « Bon, avec ce projet, où que j'aille, on va m'aider. » Là, tu sais, l'attitude, je ne sais pas, on me dit que ça vaut 1 million. Je ne les ai pas près de moi, mais je présente ce projet à qui je veux et je suis sûr d'obtenir l'aide nécessaire. Je suis entré à la réunion, tout se passait bien. J'ai dit ne pas avoir d'expérience et ils m'ont demandé « Tu connais le Seigneur ?» Et bien sûr, je le connais, oui, je le connais. Ce monsieur a un très bon réseau au Venezuela. Ah oui, je le connaissais, oui, je le connaissais. Et il en sait bien plus que moi sur tout ça, sans aucun doute. Mais je connais la marque, tu comprends? Je connais la marque et c'est par là que je suis parti. Je connais la marque, j'adore Starbucks, c'est de là que je suis parti. Ce n'est pas grave. On m'appelle pour m'annoncer ma sélection, à ma grande surprise. Pour la 2e fois? Elle était déjà à moi, elle était déjà à toi, elle était déjà à moi. Que ça passe. Et la partie comique de l'affaire, bien sûr, on se met tout ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne vois rien ici. Avant, c'était juste cette partie là-bas. Et je le loue, tu sais déjà? Mais ce local, sans savoir ce qui allait arriver. Tu as vu ce local à ce moment. Tu n'avais rien, non? Non, ils m'ont dit, tu as été sélectionné, maintenant tu passes à l'étape suivante qui consiste à te dire combien coûte l'induction, tout ça, exactement. Mais moi, pressé comme nous le sommes, c'est pareil. J'étais déjà prêt, j'ai pris, c'était la moitié du local. Un logo cher, en fait, c'était vraiment un loyer élevé. C'est que tu es dans un très bon quartier? J'ai pensé au moment, car c'est Starbucks, tu vois. Tu comptes pour moi? Bien sûr. Ça se remet. Janvier arrive, on m'appelle, j'appelle, je demande ce qui se passe, quand on y va. On commence l'induction et ils me disent, nous, notre entreprise s'en occupe de gérer Andorre, le Portugal et l'Espagne pour Starbucks. Une grande entreprise mexicaine est venue et a racheté non seulement nous, mais aussi la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, donc tout. D'accord? Et pour l'instant, il faut te mettre en stand-by. J'appelle à ce moment-là et je ne peux plus continuer à payer ça et j'avais un contrat d'1 an sans 100. Bien sûr, c'était en 2019 ou début 2020. Oui. Exactement. Après cela, mon oncle qui est à part, c'est mon mentor et j'ai beaucoup appris de lui, c'est en fait mon associé. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, pars, je garde le local, je paye et il n'y a pas de problème. Grâce à Dieu, c'est de mon oncle, n'est-ce pas? Et après, en mars, non, plutôt en janvier, il me dit, Chameau, j'ai un local, un petit sushi qui est géré par des personnes asiatiques et ce sont eux qui l'ont fait. Le menu, tu veux qu'on le fasse dans le local du bas? Et j'ai dit, ah bien sûr, enfin en plus du fait que non, jamais, j'ai toujours eu une bonne entente avec mon oncle. Hein? Je le devais aussi. Tu m'as cédé? Oui, compte sur moi, avançons ensemble. On a commencé ici tout petit, avec seulement 28 stands. Et on a ouvert le vendredi 13 mars, d'accord? D'accord, de 2020. De 2020. Ouvert vendredi, nous avons fermé lundi à cause de la pandémie. Et je savais déjà où ça allait? Oui. Je savais où cette histoire allait. Oui, alors bien sûr, beaucoup de gens, je dis toujours les choses du côté positif, c'est que je n'avais jamais travaillé dans la restauration, dans un restaurant. Alors, toutes ces erreurs, parce qu'on travaillait pareil, on travaillait avec Takeaway, donc toutes ces erreurs de débutant que tu faisais, ce n'était pas comme ça. Tout le monde ne le voyait pas. Tu le voyais dans la rue? Ah, regarde, ça ne se fait pas comme ça. Ah, regarde, ça ne se fait pas comme ça. D'accord? On a toujours grandi comme ça. Ça leur a permis de s'entraîner avant d'ouvrir les portes. Exactement. Qu'ils soient plus préparés, exactement. Après 2 ans, nous avons acheté la partie voisine, ouverte, et cela fait 5 ans ici. Grâce à Dieu, tout va bien. Notre plus grande part, là où nous recevons le plus de clients, c'est grâce à The Fork, d'accord? Alors, ils font un classement mensuel. Nous avons été parmi les 3 meilleurs restaurants ces 5 derniers mois. Félicitations de toute Madère, c'est génial. Et une partie. Ce qui est important, ce n'est pas seulement la direction que nous sommes vénézuéliens, mais aussi nos employés.
Nous sommes une vitrine parce que nous l'avons fait. 90% de nos employés qui sont passés par ici sont vénézuéliens. Nous savons qu'émigrer est difficile, mais pour moi, cela n'a pas été un peu plus simple grâce à mes papiers portugais. J'avais mon oncle qui m'aidait et je sais que souvent les gens ont besoin d'aide, alors pourquoi ne pas aider nos compatriotes? J'adore le fait que nous ayons commencé cette interview et que nous ne t'ayons même pas présenté. Il a dit « J'ai fait mon calcul, donne-moi une autorisation ». Il s'appelle Johan, nous l'avons rencontré en 2020. Nous étions aussi ici coincés à cause de la pandémie. Et je dis coincés parce que je pense que c'était la meilleure pandémie ici à Madère. Oui, il y avait beaucoup de contrôles pour pouvoir entrer sur l'île, mais une fois à l'intérieur, c'était un paradis. Et nous ne le savions pas à ce moment-là, parce que je pense que la pandémie semblait vraiment comme si elle n'avait pas de fin, n'est-ce pas? Surtout vers juin, juillet, et peut-être déjà vers la fin de cette année-là. On avait un peu plus de clarté, mais ça semblait interminable. Et nous avons eu l'occasion de parcourir Madère et de manger ici. Oui, et c'était vraiment un délice de sushi, merci. Parce que, attention, je sens qu'il y a un peu de subjectivité dans mon avis. Évidemment, évidemment. En tant que vénézuélienne, mais je trouve que les sushis vénézuéliens sont très... Bon, oui, et en fait, nos sushis ressemblent plus à ceux auxquels nous sommes habitués au Venezuela qu'à ceux auxquels les Européens sont habitués. Ici, on trouve des sushis, des pizzas, oui? C'est ça, tu vas... Au Japon, et toi, au Japon, tu ne trouves pas? C'est vrai. Comment a été l'accueil des Madrilènes? C'est bon. Peut-être qu'ils n'ont jamais goûté le sushi vénézuélien, ou peut-être qu'ils l'ont goûté lors d'un voyage au Venezuela. Mais soudain, un autre touriste sans idée aperçoit de la banane plantain dans le... Eh bien, exactement. Comment a été cet accueil? Au début, quand ils lisent Sushi Pizza, ils se demandent s'ils ne sont pas devenus fous ou si c'est Sushi Pizza. C'est une pizza sushi? Ils n'arrivent pas à l'imaginer, bien sûr. En fait, notre idée a toujours été d'envoyer, comme ils l'ont demandé, d'envoyer une à la maison pour qu'ils puissent goûter. C'est toujours comme « Waouh, mais qu'est-ce que c'est ?» Je n'ai même pas vu ça à Kyoto. Ici, les gens disent « Ouais, non, on n'est pas du sushi, on est une fusion. Nous venons du Venezuela et nous ne mélangeons pas seulement la culture vénézuélienne avec l'asiatique, mais aussi avec la culture de Merens. Nous prenons aussi des choses d'ici et c'est très différent, mais dans l'ensemble, l'expression a été très bonne. Eh bien... S'il y a une raison pour leur top 3, tu pourrais la donner. Un très bon conseil. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un ayant quitté le Venezuela, commençant une nouvelle vie ailleurs et souhaitant entreprendre? Qu'il faut embrasser cette idée et qu'il ne la laissera pas partir. Même les jours difficiles, garde un esprit positif et de la passion. Tout s'arrange et tu atteindras ton objectif. Côté entrepreneuriat, un conseil? Tu veux créer une entreprise? C'est ce que tu ne peux pas négliger si tu vas ouvrir une entreprise pour que l'entreprise soit un succès, mais au niveau économique, pour gagner de l'argent. Oui, ce serait dans ce cas d'essayer de bien analyser les coûts. Sans aucun doute, il faut veiller à ce que l'investissement soit toujours le plus bas possible. Faire plus avec moins, peut-être avec moins. Grandir petit à petit est plus efficace que d'arriver avec tout et ensuite subir un fiasco. Cela dépend aussi du capital de chacun, sans aucun doute. Bien sûr, bien sûr. Dans mon cas, il était beaucoup plus facile d'y aller petit à petit que de tout faire d'un seul coup. C'est aussi très beau qu'ils ouvrent la porte à tant de Vénézuéliens. C'est le seul Chabela vénézuélien, car à Camaras del Lobo, ils l'appellent aussi Chabela. Un plaisir. Valérie. Il parle très bien espagnol, c'est un voyou. Et... Colonisé. Comment Dis-tu espagnol? Oh? Travaillant ici depuis presque 4 ans, je me suis habitué à tous leurs échanges et je comprends ce qu'ils disent. Et c'est un don? Non, moi Je vais rester ici 4 ans sans te parler. Quel salaud! Qu'est-ce qu'il y a avec eux? Je te préviens d'avance. Et ça fait quoi de travailler avec des Vénézuéliens? Incroyable, oui, ils m'ont toujours très bien accueilli et travaillé avec moi. Que demander de plus? Ah! Oh, que des gens formidables. Sympa, oui, sympa. Nous sommes ici avec Lula, le frère de Johan. Et qui est aussi une partie importante, une pièce clé dans ce très très bon restaurant de sushi. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté? Regarde, ici nous avons Oh, une pizza sushi que nous avons faite, différente de ce qu'on voit d'habitude au Venezuela, où c'est normalement une pizza entière. Ici, on la prépare en mini pizza. D'accord? Le riz frit arrive, d'accord? Au-dessus, du fromage Philadelphia, avocat, saumon et une petite salade, le tout nappé de sauce dragon et de tobiko. Je recommande de la manger comme une pizza. La pizza se mange avec les mains, d'accord? C'est plus facile. D'accord? Bon, on goûte. Prêt? Tu veux goûter ça? Ouais, allons-y. Voyons voir. Wow.
Très bon. Comme on le dit aux Italiens qui viennent ici. L'une des blagues, c'est pizza ma. Pizza japonaise vénézuélienne. Ce n'est pas la napolitaine, mais elle est bonne, elle l'est. Très délicieux. Et maintenant, en rouleau. En rouleau, nous avons ici le dragon et la dynamite. Celui-ci est avec du saumon, de l'algue et de l'avocat. D'accord? Il y a un peu de tobiko et il est sénapé de sauce dragon. Bon, celui-ci est un peu sans sauce, mais il a sa garniture de salade avec du tobiko, une garniture de saumon et une crevette panée à l'intérieur. Ouf. Ça a l'air spectaculaire. On va goûter, merci. Quel est le sushi le plus commandé ici? D'accord, je pense que je prendrai le tigerel. Tiger? Le tiger roll. Le tiger roll est l'un des plus demandés. À cause du froid. Nous allons éteindre la caméra pour finir de manger ça et dans quelques minutes, nous y allons. Prochain projet ou initiative de Vénézuéliens, ici à Madeira, nous sommes avec Paola de Carupano pour le monde. C'est ça. Comment? Et tu es arrivée à Madeira, Paola? Écoute, par amour. Je me suis mariée avec un Vénézuélien, mais il a aussi la nationalité d'ici, d'accord? Et voilà. Au moment où il a fallu émigrer et envisager des options, la seule option que j'avais, c'était celle-là. Bien sûr, je n'avais pas envisagé un autre endroit. Et quand êtes-vous venu à Madeira? Regarde. Lui, en fait, il est arrivé le premier, d'accord? Moi, je suis restée coincée au Venezuela à cause de la pandémie, d'accord? Plus précisément, moi, ça fait 4 ans que je suis ici. D'accord. Et depuis ce moment-là, dans quoi as-tu travaillé? Écoute, toujours dans le même domaine dans lequel nous travaillions déjà au Venezuela. J'ai commencé par faire des pains à hamburger dans un restaurant, puis je suis partie. Oui, j'ai travaillé dans une glacerie en service client, une première pour moi, mais ça n'a pas vraiment marché. Et ça m'a beaucoup aidé à rencontrer des gens, à essayer de maîtriser la langue parce que je ne la parle pas parfaitement exactement, mais cela t'apprend à te connecter aux autres. Après ça, rien de spécial, je suis allée directement dans une usine de pâtisserie. OK, là-bas, je suis vraiment restée presque 3 ans. OK, bien sûr, et je me sentais dans ce que je savais faire, exactement dans ce à quoi je m'étais toujours consacrée. Le rythme et les horaires de travail étaient trop intenses. J'ai donc abandonné cette option. Je suis partie et je travaille maintenant à nouveau dans le service à la clientèle. C'est aussi un domaine similaire au nôtre, c'est la boulangerie. D'accord, et voilà, c'est là où j'en suis. Et en parallèle à ton travail, tu associes ton entreprise. Exactement. En fait, ce qui se passe, est-ce que c'était une entreprise familiale, d'accord? Et nous travaillons sur la marque depuis 2014. Et au Venezuela, nous avions un magasin physique et nous l'avons fermé, Dieu merci, avant la pandémie parce que j'allais partir. Bien sûr, les plans étaient déjà en train de changer, évidemment, à cause de la situation au Venezuela. Oui, et voilà, évidemment, en ayant beaucoup de produits. En réalité, ici, en étant seule, je ne me sentais pas capable de gérer mon rythme de travail, de vie, d'énergie. Bien sûr, avec les produits à la maison et en travaillant dehors. Et donc ici, ça ne fait que 2-3 mois à peine que nous sommes pratiquement ouverts au public. D'accord, avec tout ce que nous savions déjà. Parce que ce que je veux aussi, c'est clarifier, insister. Ce n'est pas comme si nous commencions à entreprendre à partir de zéro. Exactement. Nous avons déjà beaucoup de connaissances. Toutes les années que nous avons travaillé au Venezuela. Évidemment, c'est nouveau ici. Bien sûr, avec des produits d'ici, le goût d'ici, même si nous nous connectons davantage avec les saveurs de notre terre. Et quels sont les produits qui vous distinguent? Regarde, en ce moment, nos 3 produits phares sont la chicha vénézuélienne, qui évidemment nous rappelle tant de souvenirs, le golfiado et les cinnamon rolls. Ce sont vraiment ces 3-là qui, je crois, se sont déjà vendus avant même leur publication. Comme nous fonctionnons ainsi, nous proposons la livraison à domicile sans frais. D'accord. Et donc, nous travaillons sur cette base. Normalement, nous publions, par exemple, demain, nous serons disponibles ou le jour même. Tout varie aussi en fonction de nos horaires de vie. Travaux principaux, exactement, parce que... Nous avons tous des emplois principaux, nous sommes des immigrés, nous avons des factures à payer à la fin du mois. Nous ne pouvons pas nous consacrer à 100% à l'entreprise familiale pour le moment, en espérant que plus tard, les choses s'améliorent et que les opportunités arrivent, qu'elles arrivent au bon moment. Mais en vérité, nous ne pouvons pas nous plaindre de l'accueil que nous avons reçu, tant de la part des natifs et de notre communauté vénézuélienne présente à Madère.
Mais nous avons aussi des Portugais qui soit ont voyagé au Venezuela à un moment donné, soit ont des amis ou de la famille là-bas. Y a-t-il un lien? C'est-à-dire qu'ils connaissent déjà la saveur, ou même ici, dans certains restaurants. Ils se sont déjà concentrés et nourris de la cuisine vénézuélienne ou des desserts, bien sûr, et ils se connectent. Vraiment, cela nous a surpris parce qu'il y a même, par exemple, nous avons eu une cliente madérienne qui nous achète des tequeños, des golfeados, de la chicha. C'est-à-dire, c'est incroyable parce qu'on sait vraiment qu'elles ne sont pas nées avec cette saveur sur leur palais. Bien sûr, et alors? Notre gastronomie est délicieuse. Nous avons très envie de continuer à grandir, de continuer à faire grandir la marque et d'atteindre peut-être ce que nous savions autrefois dans notre pays. Nous avons aussi notre Instagram, SweetTime13. Nous restons joignables via message privé Instagram et par WhatsApp dont le numéro est sur notre profil. On se retrouve dans le prochain. Au revoir. Je crois qu'en ce moment, je préfère la tranquillité, c'est-à-dire l'absence totale de bruit et le fait de pouvoir marcher dans la rue en toute sécurité. Je sens que ce sont des choses que j'ai perdues au Venezuela et c'est pour ça que je me sens un peu prisonnière de l'île. Même si à un moment donné, ça peut aussi devenir ennuyeux parce que il n'y a pas vraiment beaucoup d'options pour sortir, mais on travaille tellement que même s'il y avait des options, on n'aurait pas vraiment le temps d'en profiter. Oui. Même avec des options, on manquerait sûrement de temps car on a toujours quelque chose à faire. Ce n'est pas qu'on te limite, parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'on te limite, mais ça te fait juste te sentir un peu à l'écart. Par exemple, je travaille uniquement avec des collègues portugaises et nos blagues ne correspondent jamais aux leurs ni l'inverse. Alors, ce sont des choses comme moi qui parfois te font comprendre que tu n'appartiendras pas à cet endroit. Je ne sais pas, peut-être que je ne l'ai pas encore découvert. Honnêtement, je ne me plains pas, je n'ai pas eu de mauvaises expériences, ni vécu de moments difficiles. J'ai eu des opportunités et du travail dès mon arrivée ici. Penses-tu retourner un jour au Venezuela? C'est sans doute le rêve de chacun de nous. En ce moment, avec l'économie actuelle, nous avons tous peur. Mais il y a des moments, bien sûr, où émotionnellement, tu te sens un peu au plus bas, où tu te dis, bon, pour ma part, je pense que si j'ai de l'argent, j'achèterai un appartement à Margarita. Je plaisante souvent, mais tu sais que les blagues deviennent parfois réalité. Nous manifestons les désirs que nous avons. Vraiment, exactement. Parce que jamais, rien ne sera pareil qu'à notre ville. Rien ne sera jamais comme dans notre pays. Eh bien, regardez, en plus, ils nous ont apporté une super boîte, tu vois, personnalisée et tout. Valérie et Tenma, qu'as-tu apporté ici? Ici, nous avons des golpeados et de la chicha vénézuélienne. Une chicha et des golpeados. J'espère que vous aurez le temps de goûter avec toutes les choses qu'on vous a données. Oui. Comme vous l'avez fait avec le fromage. Ah, eh bien, ce sont des secrets que nous avons chez nous. Nous ne pouvons pas les révéler. Merci Pao pour cela, merci à vous pour votre soutien. J'espère que cette entreprise deviendra un jour ta propre société, avec un espace physique et que tu pourras t'y consacrer à 100%. Amen. Et nous avons des doutes que cela se passera ainsi. Que les succès continuent parce que tu as une très bonne attitude, du moins dans ce que tu viens de nous raconter, tu as pu le prouver. Et je pense que c'est la clé pour affronter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Regardez, nous voulions enregistrer tout le processus pour arriver jusqu'ici, à ce moment, tous les trois assis. Mais bon, nous sommes seulement Manuel et moi toutes seules, et parfois on oublie de faire les choses, alors nous allons commencer. Tout de suite, l'entretien avec Eirelis et Louis. En plus, nous avons une très belle histoire que je viens de me rappeler. Nous étions ici en 2020 pendant la pandémie, pendant 4 mois. Et l'une des fois où nous sommes sortis pour filmer, c'était au marché qui se trouve au centre de Funchal. Et elle travaillait dans un café et elle m'a dit « Je vous suis, mais on ne me laisse pas prendre une photo avec vous. » Et bien sûr, nous avons pris la photo, mais nous n'avions pas ton pseudo, alors ce que nous avons fait, c'est que nous t'avons cherché parmi les derniers messages. Et c'est comme ça qu'on lui a envoyé la photo. Et maintenant, nous sommes dans son restaurant. Bienvenue. Merci à vous. Je veux commencer depuis le début. Pourquoi avez-vous choisi Madère? Qu'est-ce qui vous a motivé? Pour commencer, comme d'habitude, la situation du pays, d'accord? Mais nous avions aussi un lien qui est sa famille. La Haye est portugaise et ils viennent à peu près des Magdalena.
Et nous avons pris cette décision à cause de la situation du pays. Lorsqu'une opportunité d'émigrer s'est présentée, notre première idée a été de venir. Ici, oui, et quelle année? Ça a été difficile. Il est venu en 2017, a travaillé 1 an et demi, est parti au Venezuela, nous nous sommes mariés et il m'a ramené. Et nous sommes venus? Oui, il est venu travailler, avait déjà préparé un endroit ici, puis il est retourné, nous nous sommes mariés et sommes venus. Et Louis, tu parlais déjà portugais avant de venir ici? Ici, je fais de mon mieux. Donc, t'as pu apprendre un peu avec ta famille? Oui, oui, oui. Enfin, comme d'habitude. Là-bas, si les grands-parents et oncles parlaient un portugais très marqué, mais disaient parler espagnol alors que c'était un mélange de portugais. Et c'est comme ça qu'on a appris le portugais. Et quand on est venu ici, je me suis rendu compte qu'il ne parlait ni portugais ni espagnol. Eh bien... Mais tu as vécu ici pendant 15 ans, non? Oui, quand j'étais enfant, je suis venu à 3 ans, resté 15 ans, puis retourné au Venezuela. Non, enfin, j'avais une base. Oui. Oui, oui. Et toi, comment ça s'est passé? Genre, je suis montée dans l'avion de la transporteuse aéréo portugaise en disant bon après-midi et lui derrière moi en disant boa tarde. Et moi, d'accord. Je ne parle pas portugais et je pars au Portugal. Imaginez comment cela s'est passé. Je suis arrivée et me suis dit qu'il fallait parler portugais. J'ai donc commencé par un cours. Ça m'a aidé grammaticalement, ça m'a aidé à lire, à l'écrire, mais le mieux, c'était la pratique. Bien sûr. Donc, j'ai travaillé avec beaucoup de portugais et ça m'a aidé à progresser, à avoir de la pratique, à savoir comment prononcer les choses. Et voilà, je sens que je me suis beaucoup améliorée. Je voudrais connaître tout ce que vous avez vécu pour avoir aujourd'hui votre propre local. Combien d'emplois avez-vous eu avant ce restaurant? Eh bien, moi, j'ai commencé ici comme parachutiste. Ah oui, c'est-à-dire, je suis arrivé ici et le lendemain, j'ai déjà commencé à chercher dans tous les restaurants que j'ai trouvés. Déposer des curriculum vitae, repartir de zéro, je suis arrivé ici sans connaître personne. Je suis arrivé avec mon portugais cassé aux entretiens d'embauche et j'ai commencé dans un restaurant comme plongeur, c'est-à-dire en lavant la vaisselle et tout ça. Petit à petit, j'ai gravi les échelons, débuté par les salades et desserts, puis je suis devenu cuisinier. D'accord, et depuis, j'ai déjà travaillé dans 3 restaurants différents. Celui où je suis resté le plus longtemps, c'était justement une pizzeria. J'y suis resté 7 ans et c'est là que j'ai appris toutes les bases du métier de pizzaiolo. La pâte, les garnitures, et ça a aussi été ma source d'inspiration et également pour une... Pizzeria. Ah, c'est super. Et toi? Eh bien, j'ai travaillé dans des cafés comme quand je les ai vus, puis j'ai travaillé dans des restaurants. Et ça m'a aussi donné la base pour savoir comment tout gérer. Tout ce qui concerne la salle, le balcon, tout. C'est-à-dire le café, servir le portugais. Et j'ai aussi un peu travaillé en cuisine, mais ce n'était pas vraiment mon point fort. Alors, bon, nous avons fait la fusion, lui. Cuisine, l'équipe forte. Tout ce qui concerne la salle et la fonction de service. Sans s'en rendre compte, ils se sont préparés pour cela. La vie nous a préparés. Oui, le chemin nous a menés ici parce que maintenant, elle est la forte. En salle, elle arrive à attirer les clients, elle a un très bon service et moi, bon, je n'ai pas ce bon service avec les clients, mais en cuisine, je me débrouille très bien. Exactement. Et je donne les cours et tout. Vous formez une très bonne équipe, oui. Oui, la vie nous a... Exactement, tous les emplois et toutes les étapes que nous avons franchies nous ont amenés à ce moment. Qu'est-ce qui a été le plus difficile en entreprenant? C'est-à-dire, quand vous avez pris la décision d'ouvrir votre propre restaurant, qu'est-ce qui vous a semblé le plus complexe sur ce chemin? Prendre la décision de quitter notre emploi stable? Oui, d'accord, oui. Lâcher prise pour saisir ça alors qu'au final, tu ne sais pas comment ça va se passer. C'est une aventure? Oui, car avoir un emploi ou travailler pour une entreprise ou un restaurant, c'est une aventure. C'est cette sécurité qu'à la fin du mois, un salaire arrive, quoi qu'il arrive, que tu travailles ou non. Tu comptes que sur ce capital. Et maintenant, un restaurant, c'est une autre histoire. Il y a des mois où tout à coup, les employés gagnent plus que toi, ou c'est simplement cet acharnement à devoir faire des heures supplémentaires. Tous les employés partent, sauf un qui continue à travailler sans relâche. Et maintenant, cette aventure. Et combien de temps? Vous êtes avec Urban Jazz? 2 mois, les bébés, 2 mois. Et bon, le nom d'Urban Jazz.
Je peux déjà vous dire pourquoi ce nom. C'était le restaurant de notre première rencontre, notre premier rendez-vous. Venezuela. Coro. Et ils lui rendent hommage en ayant leur propre restaurant portant le même nom. Quoi? Que diriez-vous à quelqu'un hors du Venezuela qui veut se lancer? Mais c'est comme s'il n'arrivait pas à lâcher ce travail par peur que ça ne marche pas et si je me lance et que je perds tout parce que c'est évidemment une peur réelle. Que lui diriez-vous? Comme vous qui commencez, pour les encourager à oser sortir de cette zone de confort, vous auriez... Qui s'essaie maintenant, parce que si vous n'essayez pas, vous aurez toujours le doute de « Ah, si j'avais essayé, si j'avais fait ce pas, si j'avais créé cette entreprise, si j'avais fait comme ça », que ce soit un voyage ou n'importe quel projet qu'on a, qu'on le rêve et qu'on y mette de la passion. Il faut essayer, car il vaut mieux échouer plusieurs fois puis réussir, plutôt que de toujours rester avec la certitude d'un espace et de ne jamais essayer de sortir de ce cercle. N'est-ce pas? Et qu'ici, vous êtes en train de construire un espace dans lequel vous prenez la décision de la façon dont vous voulez le gérer. Soudain, vous dites « Je veux rendre hommage à cela et je mets un groupe de jazz chaque week-end. » Vous pouvez le faire à votre manière. C'est génial de le construire. Les gars, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Je suis très fière parce que je me souviens t'avoir vu il y a 5 ans dans ce café et maintenant te retrouver ici dans un restaurant que vous partagez et construisez ensemble. Regarde, et ça me rend très heureuse. Alors, prenons ce petit café. J'en ai vraiment, vraiment envie et je veux vous voir en action. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'on nous prépare ici? Notre super barista, ami et responsable, nous prépare ça. Les lattes, des lattes super célèbres et un cappuccino qui, sans vouloir me vanter, sont spectaculaires. Et nous avons différentes saveurs de lattes, différents types de café et, eh bien, de la variété. Voilà. Elle fait partie de notre réseau de soutien parce que je disais à Valérie qu'il est très important d'avoir un réseau de soutien pour entreprendre un business. Parce que sans ces personnes qui te disent que tu peux le faire, comme la famille, comme les amis, tu peux aller loin, mais tu avances plus lentement. Maintenant, avec le réseau de soutien qui te soutient et qui t'encourage à commencer et à continuer, c'est beaucoup plus facile. La vie devient... Soyez accompagnés toujours. Tout aura meilleur goût. Ils nous racontaient qu'ils ont tout rénové eux-mêmes. Avant, c'était un bar de billard. Tout ce que vous voyez, c'était leur idée. Et on m'a dit... Qu'ils ont monté des cloisons? Oui, c'est eux qui ont construit ce mur au fond eux-mêmes. On a tout fait un peu ici. Encore une fois, quand tu es ta propre patronne, tu dois tout faire, littéralement. Tu es... Le patron, le gérant, l'employé, le manager, l'administrateur, c'est-à-dire... De tout. Décoratrice d'intérieur, décoratrice, enfin de tout. Dans cette vidéo, nous avons énormément mangé, alors nous allons changer radicalement tout ce que nous avons visité. Regardez. Nous avons été dans un restaurant de sushi, nous sommes aussi allés dans une entreprise de nourriture saine, de desserts, de pizza, donc ça avait été varié, mais toujours dans la gastronomie. Maintenant, nous sommes avec Francis. J'ai rencontré Diana en 2022 car une amie très chère qui vit ici m'a dit « Je veux t'offrir un costume ». Une journée entre filles, elle m'a amenée ici pour qu'on me maquille. Ensuite, tu nous as fait une séance photo et après, nous sommes allés prendre des cocktails. Je me souviens de ton histoire très nostalgique et je me suis dit « Francis doit apparaître dans cette vidéo ». Je te laisse raconter l'histoire, s'il te plaît. Eh bien, c'est une histoire un peu longue. Je vais essayer de résumer, mais en gros, je suis la fille d'une Madérienne. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de venir ici. Mais c'était super. C'est-à-dire, ce n'était pas planifié. Et c'était quelque chose que j'aime dire parce que parfois, beaucoup de personnes, parfois on planifie trop et parfois les meilleures choses arrivent sans être planifiées à 100%. Et ça, c'était totalement non planifié. Alors, d'abord, nous avons décidé de quitter Madère, le Venezuela, à cause de la situation. Évidemment, c'était en 2017 et nous sommes allés aux États-Unis parce que ma sœur vit là-bas, donc nous y sommes allés pour des vacances. Mais évidemment, en testant, en voyant s'il y avait une possibilité de rester là-bas, ce que nous pouvions faire, enfin.
Pour nous, pour moi, mon mari, il était impensable de rester dans un endroit de façon illégale. Bien sûr, c'était notre priorité. Nous avons exploré les options pour être légalement présents. L'une des options était de renoncer à notre nationalité portugaise, ce que je n'aurais jamais voulu. Parce que j'aime trop mes racines, j'ai beaucoup grandi avec ma deuxième culture et, eh bien, nous ne voulions pas ça. L'autre option, celle de l'investisseur, était très coûteuse. Tout le monde la connaît déjà. Bon, le temps a passé. Avec un passeport portugais, nous ne pouvons rester que 3 mois aux États-Unis et j'approchais déjà de la limite. La situation au Venezuela était alors encore plus critique. Je pense que c'était le 1er mai ou que la marche avait eu lieu quand nous sommes partis pendant ce moment. C'était une année très critique, sans aucun doute. Critique. On s'est demandé quoi faire. Revenir ou non, c'est le chaos. Bon, allons à Madère, parce que mon mari, le papa, avait un appartement ici. J'avais de la famille. Ma grand-mère était encore en vie à ce moment-là. Enfin, donc, ma mère, nous avons décidé de partir. Mon père était déjà décédé quelques mois auparavant, alors, bon, ma mère n'allait pas rester seule. C'était aussi une raison pour laquelle nous avons voulu partir, pour essayer d'oublier ce cauchemar. Bien sûr. Et donc, nous avons décidé de venir à Madère. Mon mari et moi sommes allés dans l'appartement de ma belle-mère et ma mère est restée avec sa famille. Eh bien, c'était super. Là, eh bien, a commencé le parcours que tous les Vénézuéliens doivent connaître en arrivant dans un pays. Même si je connaissais Madère et que je connaissais un peu la ville ici. Bien sûr, mais vivre là-bas est très différent. 100%. Bien sûr, tout le monde le sait. Ce n'est pas la même chose de faire du tourisme que de vivre dans un pays. Non, non, et c'est ça connaître, c'est-à-dire même les plus petites choses, parce que parfois on ne s'en rend pas compte. C'est aussi savoir qui sont les bonnes et les mauvaises personnes. Dans ton pays, tu reconnais déjà quelqu'un à son langage corporel. C'est-à-dire recommencer à zéro dans un autre endroit, c'est jusque-là. Sérieusement? Apprendre toutes ces choses? Ou comment sont les gens? De quoi les gens rient-ils? Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les rend tristes? Qu'est-ce qui les amuse? Qui est une mauvaise personne? Qui est une bonne personne? Pour mon mari aussi, c'était très dur, car il travaillait dans les affaires de son père. Et vous savez comment c'est cette transition de travailler dans une entreprise familiale à devenir employé? Ou de n'importe quoi, que Ramos, qui ne l'avait jamais vécu? C'est-à-dire, il a commencé comme serveur, ça a été super dur, surtout pour lui. J'ai commencé à travailler dans un magasin de maquillage très connu ici, et j'y suis restée 4 ans et demi. Depuis mon séjour au Venezuela, j'ai toujours eu l'esprit d'entreprendre. C'était vraiment une part entière de moi. J'ai fait beaucoup de choses. Je vendais, je suis graphiste, c'est la carrière que j'ai étudiée là-bas. J'y ai aussi suivi un cours de maquillage et faisais un peu de tout. Eh ben oui, je vendais les pancartes pour les heures folles, ce genre de choses, tu vois. Parce que j'ai aussi travaillé dans l'événementiel, alors j'essayais de faire des petits boulots par-ci, par-là. Et j'ai toujours essayé de faire des choses, d'entreprendre. C'est vraiment ça qui m'a toujours donné cette mentalité de vouloir entreprendre. Évidemment, dans un autre pays en plus, parce que je sentais que c'était une opportunité que personne ne me connaisse. Bien sûr, parce que ça pourrait être une autre France. Exactement. Mais je pense que tu as dit quelque chose de clé, c'est de comprendre le marché. Oui, parce que très souvent, les gens arrivent dans un nouveau pays et n'analysent pas la situation, mais investissent dans la première chose qui leur vient à l'esprit. Emportés par la passion et ce qu'ils aiment, l'affaire échoue soudainement. Je pense que c'est l'une des principales erreurs et que je l'ai vue très souvent. C'est aussi ce que j'ai fait. Et j'ai commencé avec la boutique de maquillage. C'est là que j'ai vraiment remarqué que les gens aimaient ça, qu'ils commençaient à s'y intéresser. Parce qu'ici, au Portugal, les femmes ne se maquillaient pas autant. Enfin, à Madère spécifiquement, elles ne se maquillaient pas autant qu'aujourd'hui. J'ai ressenti une énorme transition, je veux dire, je l'ai vu évoluer en travaillant là-bas. Bien sûr, et là-bas, j'ai aussi rencontré des gens et les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidée. Je pense que j'ai été l'une des premières ici à Madère à le faire, PAG. Et ça m'a vraiment beaucoup poussée parce que je me souviens avoir été l'une des premières à organiser des ateliers d'auto-maquillage. Je dis ça parce que je n'ai vu personne d'autre le faire et si je l'ai vu, je ne m'en souviens pas. Mais sur la partie des réseaux sociaux, j'ai fait de la promotion payante et je me souviens du nombre de messages que j'ai reçus. Et moi, waouh, ce n'est pas possible. Je veux dire, je n'y croyais pas. Et c'était pour ça, parce que je suis sûre que personne n'avait fait cette promotion payante et donc je n'avais pas de concurrence. Tu te souviens de l'année? C'était vers 2018 ou 2019 par là. Évidemment, c'est là que j'ai commencé à tester et c'était comme mon revenu supplémentaire
pour voir ce que je pouvais faire. Tu faisais ça en parallèle? Oui. Oui, je suis restée là-bas 4 ans et demi dans ce magasin de maquillage. J'ai dit, je n'en peux plus car je ne supporte pas les horaires fixes. Je me disais que je gâchais ma vie ici à travailler 8 heures par jour sans vie. Pour moi, ce n'était jamais possible. En fait, quand j'étais à l'école, je disais ça à ma mère. Ça a toujours été comme ça pour moi, rester là, fixe, tu vois. J'ai besoin de liberté. Et évidemment, j'étais là, mais j'étais tout le temps en train de voir ce que je pouvais faire. Et en fait, même en étant là avec mes collègues de travail, ce que je faisais, c'était parler d'eux, de ce que je voulais faire. Donc, c'était comme ma façon de m'évader de ma réalité. Alors, je m'imaginais, je veux ça. Oui, je veux créer un espace et commencer. Tu te visualisais complètement. Il faut croire, c'est-à-dire, c'est comme je l'ai lu dans des livres et dans des cours, etc. Ah, si ça te traverse l'esprit et si tu y as pensé, c'est que tu peux le faire. Sinon, tu n'y aurais même pas pensé. C'est-à-dire parce que chaque personne est faite pour chaque chose qu'il est possible de faire. Et si ça n'est pas encore venu à ton esprit, c'est que tu ne peux pas encore le faire. Mais si c'est déjà arrivé dans ta tête, alors tu es à 100% capable de le faire. Tu as juste besoin d'y croire, d'accord? Et enfin, c'est difficile, je le sais, parce que surtout quand tu es entrepreneur, que tu arrives en tant qu'immigrante, que tu arrives dans un nouvel endroit, c'est super difficile d'y croire parce que tu traverses des étapes vraiment difficiles. Mais je me dis, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vas perdre? Exactement, non. Moi, au moins, je n'avais rien. Je partais de zéro, sans héritage, alors que beaucoup s'appuient dessus. Et tant mieux pour eux, vraiment, qu'ils en profitent. Mais ceux qui n'en ont pas, enfin nous, on n'avait absolument rien. Qu'est-ce que je faisais, moi? Je demandais au directeur de me laisser aller ranger dans l'entrepôt, car c'était le seul endroit où je pouvais utiliser des écouteurs. Bien sûr. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter des podcasts sur la visualisation, un sujet que j'adore, et à suivre celui-ci. Et je me disais, oui, c'est vrai, c'est comme ça, parce que j'y crois vraiment. Je crois beaucoup à tout ça. Évidemment, je suis aussi catholique et je sens que tout est lié. Oui, tout est connecté, tout s'additionne, non? Exactement. Et donc, moi, qu'est-ce que je faisais? En fait, la visualisation, c'est essentiellement te voir être déjà là, ressentir toutes les odeurs. Comment cela se perçoit-il? L'air est-il comme il le sera alors? Je pense que si tu atteins cet état, oui, de visualisation, c'est celui qui va se concrétiser. Et bon, il s'est passé quelque chose de très intéressant qui m'a confirmé que j'étais sur la bonne voie, n'est-ce pas? Comme je te l'avais dit, mon père est décédé 1 mois après mon mariage. Quand j'ai décidé d'ouvrir le studio, je voulais travailler en parallèle avec le côté boutique parce que j'avais peur, j'étais inquiète. Bien sûr, tu avais peur de lâcher prise? Exactement. Ensuite, le gérant me dit que ils m'ont envoyé une lettre disant que je devais démissionner parce que c'était une question de concurrence. C'est-à-dire quelque chose à propos du contrat qu'au final, j'ai découvert que ce n'était pas vraiment ça. Mais bon. Je ne voulais pas non plus commencer quelque chose de nouveau avec un problème. Alors, j'ai décidé de laisser passer la date à laquelle je devais remettre la lettre de démission. C'était le jour de l'anniversaire de mon père et celui de l'inauguration du studio. Waouh! J'ai senti que c'était mon père qui me disait « Tranquille, fais-le, tout va bien se passer ». Et donc, à partir de là, ça fait déjà presque 4 ans que je suis ici. La vérité, c'est que je vis un rêve. Évidemment, je n'ai pas encore atteint tout ce que je veux, bien sûr. Mais waouh, ça a changé ma vie. Je me sens déjà beaucoup plus épanouie. Je me dis que si j'ai réussi ça, tellement de choses sont possibles et je le dis à tout le monde. C'est possible. Et je veux dire, je fais partie de celles qui, quand je rencontre quelqu'un et qu'on me raconte quelque chose, je dis « mais tu peux le faire. Ma vie, c'est ça et c'est ça ». Et parfois, c'est même un peu envahissant, honnêtement, de gérer ça parce que c'est comme si je voulais. Je veux dire, rends-toi compte, tu peux le faire. Mais quelque chose que j'ai appris, c'est que je ne donne pas de conseils si on ne me les demande pas. Parce qu'il y a des fois où certaines personnes ne sont pas prêtes. Oui, et c'est difficile pour moi parce que c'est dur. Et une autre chose, c'est que j'ai toujours été super timide. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, mais je suis très timide. Pour te dire, mon premier travail était réceptionniste et je n'y arrivais pas car j'étais trop timide pour parler au téléphone. Et ici, on m'a fait énormément d'interviews à la télévision. Et même moi, je les regarde et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux dire que Francis t'a transformé? Et même mes amis qui sont au Venezuela me disent, qui aurait cru te voir à la télévision alors que tu étais si timide? Et c'est ça.
Je sens que l'envie que j'ai et que j'avais au début de me surpasser, c'est-à-dire de ne pas rester comme j'étais. Vous avez surmonté la peur de la scène, le trac ou bien la timidité? Je pense que lorsque tu as un objectif que tu veux atteindre, tu dois te demander, est-ce que c'est ça? C'est-à-dire, est-ce que cette gêne que je vais ressentir ou cette timidité que j'ai, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Donc, je ne réaliserai pas mon rêve? Est-ce que ça en vaut la peine? Exactement, Veil. Tout ce que tu fais pour atteindre ton objectif en vaut la peine. Bien sûr. Et je sens que c'est le conseil que je donne aux personnes qui me posent parfois la question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent perdus. Quand tu es immigrante, commencer à zéro, c'est une autre culture, d'autres personnes, une autre profession. C'est-à-dire, j'ai rencontré beaucoup de Vénézuéliens. Évidemment, pour moi, il y a beaucoup de Vénézuéliennes qui viennent et je le vois, je le constate. Ça, et surtout ce dont nous avons parlé au début, le fait de ne pas investir au début est très important. Oui, mon mari aussi, il s'est lancé et ce qui est incroyable, c'est que le 1er octobre, son crédit lui a été approuvé. Aussi, ce même jour, le même jour. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner. Et il a travaillé pendant 4 ans là où il est maintenant copropriétaire. Waouh! Donc, il a été le premier employé et ensuite, il a acheté parce qu'il savait déjà comment fonctionnait l'entreprise et... Tout. Alors, je pense que c'est primordial, exactement, pour ne pas, diminuer les probabilités que ça ne marche pas. Bien sûr, oui. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton studio de maquillage? Eh bien... la liberté. Je sens que c'est cette liberté parce que je suis très créative. J'aime ça. Je n'aime pas la monotonie ni les routines. Quand tout est toujours pareil, cela me déplaît. Donc, j'ai la liberté de faire ce que je veux parce que je ne fais pas que maquiller. Je donne aussi des cours professionnels. J'organise des ateliers d'auto-maquillage. Je fais aussi de la création de contenu. J'adore ça. J'ai d'ailleurs un autre studio juste à côté qui existe depuis 2 ans qui est uniquement dédié à la création de contenu. Des photos. Oh, c'est génial, non? Oui, donc ça me plaît, cette liberté. Et bon, sans aucun doute. Voir la réaction des clientes quand je les maquille, c'est-à-dire comment leur visage s'illumine, comment leur estime de soi. Voir le changement de langage corporel est incroyable. À leur arrivée, elles sont timides, mais repartent confiantes, magnifiques et se sentent incroyables. Et pour moi, ça, il n'y a pas de mots pour ça. En se consacrant du temps, on se sent plus forte. Et c'est aussi pour ça que je ressens cette liberté ici de pouvoir faire ce que je veux. Si demain j'ai envie de changer, je le fais et je le dis aussi souvent. Beaucoup ressentent, et moi aussi, le malaise d'être enfermé dans une seule branche. Parce que, oh là là, ils vont dire que maintenant je fais ça et maintenant je fais ça et maintenant. Et moi, je leur dis tout simplement, la vie, on n'en a qu'une. Exactement. Fais tout ce qui te rend heureuse, tout ce qui t'épanouit, tout ce qui te donne des raisons d'avancer. Peu importe ce que c'est, lance-toi dans ce que tu veux. Et s'ils doivent parler, ils parleront. De toute façon, la personne qui critique n'a jamais rien fait. Francis, comment les personnes qui regardent cette vidéo peuvent-elles te contacter? Et si elles viennent à Madère et veulent une séance avec toi? Ou si elles veulent un travail virtuel? Ou suivre un de tes cours en ligne? Vous pouvez me trouver sur Instagram, c'est ma plateforme principale. J'ai aussi TikTok avec le même nom d'utilisateur. Maquilleuse Francis, merci beaucoup et profitez bien de Madère. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci. Voyageurs, on arrête la vidéo ici. Parce qu'en vérité, je pensais que j'allais pouvoir interviewer beaucoup plus de personnes. Mais quand je parlais avec chacune d'elles, nous avons décidé de leur accorder le temps qu'elles méritaient. Et au final, chacune histoire, nous a pris beaucoup de temps. Cette vidéo est bien plus longue que prévu, mais c'est aussi un moyen de voir si ce type de contenu vous plaît. Et si elle atteint 100 000 vues? On va faire une deuxième partie parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de gens ici à Madère qui se donnent à fond. Et qui le fait très bien et qui mérite que son histoire soit mise en avant. Et je sens que ce n'est pas la même chose de montrer beaucoup de personnes, mais de ne pas réussir à se connecter avec elles ou de ne pas comprendre leur histoire en profondeur. Aujourd'hui, nous n'avons laissé de côté aucune question. Toutes celles qui nous sont venues à l'esprit ont été posées. Nous avons aussi pu beaucoup plus discuter en dehors de la caméra. Et je sens que c'est vraiment ça la beauté de ce que nous faisons, non? Bien sûr, il en manquait beaucoup, beaucoup d'autres. Mais nous allons avoir encore plusieurs jours ici sur l'île. Donc si ce contenu vous plaît, laissez-nous le savoir.
Nous consacrerons d'autres jours à continuer de découvrir et de partager avec vous des histoires de Vénézuéliens ici à Madère. On se retrouve dans quelques jours avec une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un commentaire, de liker et bien sûr d'envoyer cette vidéo à vos amis. La grand-mère l'attend pour une partie 2. Si vous sortez de la maison, laissez la vidéo en boucle à votre chien. Ou quand vous allez dans un cybercafé, vous la mettez sur tous les ordinateurs.